développer pour les startups. Et également, vous aurez droit en avant-première au résultat de l'étude qui a été conduite sur les startups. Alors, juste ce que je vais vous demander, quand l'étude sera présentée, c'est de ne pas prendre de photos, parce qu'en fait, vous êtes vraiment les premiers à la voir. Il n'y a pas encore eu la conférence de presse, donc voilà, on ne voudrait pas avoir des ennuis tous les deux. Donc voilà, vraiment, je vous demande de respecter ça. Et la deuxième chose, mais normalement, le thème n'est pas en lien avec ça. Nous sommes en période de réserve électorale, donc je ne pouvais pas annuler, moi, cet événement. C'était qui est en préparation depuis pas mal de temps. Mais donc, on s'en tiendra strictement à la thématique de cette réunion et on n'abordera pas de sujet économique ni politique. Voilà, merci. Écoutez, je vous souhaite une très agréable soirée. Merci. Donc moi je me présente, je suis Fatima Golem. Je représente ici la modération pour poser des questions. J'ai ma société qui s'appelle Wise & Wired. Je travaille dans l'impact depuis déjà plus de 2 ans. J'ai une précédente carrière dans la finance et aujourd'hui on va essayer de secouer un petit peu ces experts pour poser des questions qui nous permettent de vulgariser un petit peu. On va ça comme ça. Trop tard. On va peut-être partir. Et on ne l'a pas précisé, mais il y aura une session d'échange à la fin avec le public si vous avez des questions et puis après un cocktail pour un moment un petit peu plus informel. Je vais passer la parole à Maurice qui va se présenter. Ah oui, pardon. Juste un petit mot. On a voulu justement co-construire cet événement avec la Banque de France pour mettre en avant la finance à impact. Parce que sur le territoire, on a toujours souhaité à la French Tech être sur des innovations de sens, des innovations à impact. Et la finance à impact, pour nous, était un sujet qui était peu usité sur le territoire. Donc on a voulu, je regarde Naïma, parce que je sais que Naïma est en plein dedans, on a voulu justement, sur le territoire, pouvoir avoir ce moment d'échange avec des experts, des expertes du domaine. Comme à chaque fois, à la French Tech, on maximise la parité dans les interventions. On aime le rappeler, que ce soit également au niveau du board, où on a également une parité. Et juste en 2 mots, pour vous dire, côté French Tech, donc on aura la semaine prochaine un événement pour ceux qui n'ont pas reçu une invitation donc à l'occasion des fêtes de Bayonne, où on a un événement le 11. Donc rapprochez-vous de nous si vous n'avez pas reçu votre invitation. Et donc sans plus tarder, je te laisse la parole. Juste avant on voulait juste, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et de têtes nouvelles, on voulait vous redire qui on était quand même, l'asso French Tech Pays Basque. On a 4 ans cette année, on a soufflé nos petites bougies. Et d'ailleurs, les quelques minutes de retard, on était avec le conseil d'administration et on a revalidé un plan aussi pour 2025. Donc je les remercie et on vous en parlera très vite. Donc juste pour vous dire que l'asso, elle est là pour valoriser les innovations qui viennent du territoire. Il y a beaucoup de nouveaux projets en cours, j'ai beaucoup de demandes de l'écosystème par LinkedIn, par mail. Donc c'est super, bravo. N'hésitez pas à me relancer, on se verra, on prendra un café. Et j'en ai invité pas mal qui m'avaient demandé des rendez-vous ce soir, donc c'est canon. L'idée, c'est vraiment de l'asso, de valoriser vos projets et de faire en sorte que vous puissiez vous connecter à l'écosystème quand vous avez des besoins spécifiques. On est là pour ça. Justement, le conseil d'administration, c'est en majorité des entreprises innovantes du territoire que vous devez connaître, donc Voltaire, Linkster, Wikicamper, Sodium Cycle, Full Life, Exofer, il est là. Pierre-André, Sophia Génétique, c'est ici également. Linkster est là également, puisqu'ils sont restés. Voltaire a dû partir. Butterfly est ici. Hop. Et Aguila Technologies, donc, que vous avez vu avec Hubert. On a également l'écosystème qui est impliqué dans ce board, avec la Technopole Pays Basque et la communauté d'agglomération Pays Basque, l'Estia Entreprendre et le village Baïséa, ils sont tous là. Donc voilà, un grand merci à tous. On a évidemment dans le conseil d'administration élargi les institutionnels et comme vous le savez, le contexte de cette semaine ne nous permettait pas de convier tous les politiques. Et puis voilà l'équipe, et je remercie Antoine que vous voyez là, qui est mon binôme, qui travaille avec moi sur la com digitale. Il est vraiment chargé de la com digitale, donc un grand merci.
Et puis, un message hyper important, et c'est le dernier que je vous laisse de notre côté. On vous invite tous le 7 décembre à l'Estia. Je remercie encore l'Estia qui est présent. On fait un événement dédié aux lycéens. Donc, il y a une journée dédiée à 500 lycéens le 5 décembre. Voilà, le lycéen, donc c'est le 5. Et vous tous, vous êtes invités le samedi après-midi. Donc on va vraiment parler innovation. Vous allez découvrir les innovations du territoire. Il y aura des ateliers. Et vous allez surtout voter, parce qu'il y a un grand concours de pitch avec des entreprises, des assos, des laboratoires de recherche et les lycéens du 5. Ils reviennent le 7 pitcher. Et cette année, ceux qui avaient gagné, donc en décembre 2023, c'était le lycée L'Argenté. Et ils sont venus, du coup, le prix c'était 10 entrées à Vivatech pour les 10 lycéens qui avaient gagné dans l'équipe, donc du lycée L'Argenté. Et ils ont vu, donc Madame la ministre, ils ont vu donc la directrice de la French Tech pendant 3 quarts d'heure avec un échange vraiment hyper ouvert avec elle. Ils ont pu visiter différents stands, découvrir plein d'innovations, poser énormément de questions. Donc voilà, c'est un événement qui est hyper important pour le territoire. Et ce qui est super, c'est que je vais lancer un appel à participation dès la rentrée pour que les partenaires, les bénévoles, ceux qui ont envie, viennent animer des ateliers le 5 à destination des lycéens. On a vraiment besoin de tout le territoire. Si vous avez envie de partager quelque chose et de donner une petite graine à ces jeunes, on vous invite. Et maintenant, donc, on laisse évidemment la parole à Monsieur Hobbs sur l'étude et la Banque de France et surtout le partenariat French Tech. Merci. Merci d'être venu à nous. Avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous et puis c'est une première pour moi aussi. Donc je suis correspondant national Startup. Je travaille à la direction des entreprises à la Banque de France et en charge de déployer un programme de soutien aux startups. On a un bel observatoire à la Banque de France. Je voudrais dire d'abord que je suis ravi de voir qu'il y a le logo de la French Tech et puis celui de la Banque de France, parce que le fait de marier une institution et puis aussi avec la dynamique de l'écosystème et de l'innovation, ça me paraît être un signal fort. Et je pense qu'il faut arriver à faire converger en fait la plupart des acteurs, de tous ceux qui peuvent porter et soutenir l'innovation. Voilà, donc tout à l'heure je vous présenterai une étude qu'on vient de rédiger à partir de bilans de start-up qu'on a pu collecter. Je vous en dirai un petit peu plus pour avoir une overview de la situation des start-up à partir de l'exploitation de bilan de 2023. Merci Maurice. On va passer la parole à Agathe et Stéphanie, si vous voulez bien passer le micro, qui représente 2 fonds d'investissement ce soir. Bonsoir. Alors, je connais pas mal d'entre vous, puisque je suis quand même assez souvent présente et je vis au Pays Basque. Donc, je représente Newfond. Newfond, c'est une société de gestion qui a été créée en 2008. On a 7 fonds sous gestion entre la France et les États-Unis, dont 2 fonds en fait, dédiés à l'investissement en Nouvelle-Aquitaine. Donc, Pays Basque, Nouvelle-Aquitaine. Forcément, le Pays Basque fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. On n'est pas encore autonome. Nos critères d'investissement et nos cibles, en fait, on investit dans tout ce qui est société innovante, nouvelles technologies, innovation. On a une verticale assez deep tech, assez impact aussi, avec le fonds Nouvelle-Aquitaine. Les seuls secteurs dans lesquels on n'investit pas, ce sont les biotech. Et on a une particularité, donc on investit dans des sociétés qui sont évidemment ESG compatibles. Vous allez voir, on va refaire un petit récap de toutes ces notions rapidement. On investit dans des sociétés qui ont une roadmap commerciale et un BP réalisable. On met des tickets entre 100 000 et 1 million d'euros en fonction du stade d'avancement de la société. On peut investir de pré-seed à seed à série A. On a une stratégie qui est beaucoup dans l'accompagnement. Accompagnement donc avec des équipes opérationnelles aussi qui sont basées plutôt à Paris, mais les investisseurs accompagnent chacune des sociétés dans lesquelles ils investissent. On a des équipes dédiées, une business platform. On a un Slack interne avec tous les fondateurs de toutes les boîtes. On a quand même investi en plus de 160 sociétés et on a encore 110 sociétés en portefeuille. Donc avec vraiment, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les sociétés qui ont une possibilité de développement aux États-Unis, forcément, parce qu'on est susceptible de les accompagner, ce qu'on a fait avec des sociétés locales et des sociétés de Nouvelle-Aquitaine et des sociétés basques aussi.
On les accompagne notamment sur tout ce qui est le passage à la série A et un passage aussi vers les États-Unis. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Stéphanie Hillard, je travaille chez Demeter Investment Managers, qui est donc un fonds qui est basé en partie en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a un gros bureau à Bordeaux, sinon on est parisien, lyonnais et puis européen. Et on a une spécificité, c'est qu'on investit exclusivement dans la transition écologique, donc une des branches de l'impact, avec 3 grands métiers. Le premier, c'est le financement de PME, de TI, donc des boîtes matures, rentables, qui sont plutôt sponsors que membres de la French Tech. Et puis des startups, bien sûr, donc sur des tickets d'investissement plus petits, avec différents fonds et plein de thématiques qui vont de l'efficacité énergétique, l'agri-innovation, l'innovation aussi dans la viticulture durable, l'économie circulaire. Et puis on finance des gros projets d'infrastructure, c'est notre 3e grand métier. On est une quarantaine, on a 1,5 milliard sous gestion, et on a fait depuis 2005 plus de 250 investissements. Bonjour à toutes et à tous, Loïc Bordin du cabinet KPMG. Je suis associé et je suis un petit intrus puisque je viens des Landes. Donc pour présenter le cabinet a plus de 100 ans. Auparavant, il s'appelait Fiduciaire de France. Et il y a 2 événements que je souhaiterais marquer en lien avec la présentation de ce jour. C'est tout d'abord en 2007, il y a eu la création d'une fondation, KPMG, qui nous a permis d'entrer dans notre démarche de développement durable. Et ça, c'est un événement très important au sein du cabinet. Et ensuite, un autre événement, et ça, on en parlera un peu plus tard dans la présentation, c'est le fait que le cabinet est entreprise à mission. Donc ça, c'est un événement aussi très important pour nous, parce que ça a pu impulser une démarche, notamment dans l'attraction de talents. Donc le cabinet KPMG aujourd'hui que je représente, et il y a Béatrice Hier, notre directrice de Hub, qui est présente parmi nous, il est sur 3 tranches. La première tranche, c'est une partie audit grand compte, ça on le voit par la suite. Ensuite, une deuxième partie où on fait de l'advisory, du conseil d'accompagnement, sur tout le spectre d'accompagnement qu'on peut faire. Et également, ce qui nous concerne ici sur le maillage territorial des Pays Basque Landes, c'est l'accompagnement, le pilotage d'entreprise et l'accompagnement d'organisation, je vais dire, puisque pour ma part, moi, je suis spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, ce qui est important de dire, et ça fait le lien avec ce qui a été présenté, c'est qu'on accompagne à la fois des associations, des fondations, des fonds de dotation, mais également aussi des entreprises à impact. Et je veux dire, le fait d'accompagner ce différents types de structures, on est des catalyseurs de ces différentes structures, et notamment aussi des politiques publiques. Et donc on essaie d'influencer. Dans la suite du slide, en fait, ce que l'on voit, c'est que on accompagne à la fois des organisations, des entreprises et des politiques publiques. Et ça, c'est très important, nous, en termes d'impact vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis, je veux dire, de ces politiques. Là, on le voit, aujourd'hui, KPMG représente 1,5 milliard d'euros avec 11 000 collaborateurs. Et dans le spectre, je vais dire, des 70 000 clients, on a 6 500 clients qui sont des organisations, telles que je vous ai présenté auparavant. On accompagne 6 000 collectivités publiques et on accompagne 47 000 entrepreneurs. Et donc le fait de travailler avec ces différentes parties prenantes nous permet d'avoir un impact vis-à-vis de cet écosystème. Merci Loïc. Alors, moi, je voulais préciser tout d'abord, quand Nila m'a proposé cette conférence, je la remercie vivement parce que ça nous donne l'occasion de parler de sujets qui nous tiennent à cœur, surtout sur le territoire. Moi, je suis toujours entrepreneur et consultante indépendante, et les questions de levée de fonds, on en parle assez régulièrement. On sait que le parcours d'un entrepreneur est déjà juché d'embûches, et d'autant plus quand on est une entreprise, qu'on essaye d'avoir un impact, qu'on est une start-up innovante, et qu'on essaye de rencontrer des financeurs qui peuvent paraître impressionnants, avec un jargon qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, ce soir, on va essayer de décortiquer les mots, ODD, etc. Et il me semblait important avec Nila, quand on a discuté, de faire appel à des experts, mais qui représentaient plusieurs perspectives. Donc des fonds d'investissement, un KPMG pour l'aspect accompagnement, réglementation, veille réglementaire,
et surtout la Banque de France qui a une vue nationale et qui a également beaucoup de productions documentaires, qui fait de la veille, etc., pour avoir un point de vue national et qui nous parle un petit peu de leurs activités. Maurice va nous en parler dans un instant. Et alors ma première question pour démarrer ce débat, et n'hésitez pas à la fin du débat, si vous avez des questions, vous pourrez toujours compléter. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de connaître un petit peu les activités de la Banque de France et avec un focus peut-être sur le lien avec la French Tech. Donc, la Banque de France, c'est une institution financière qui a été créée en 1804. Notre mission, c'est de veiller à la stabilité des prix et c'est d'assurer le financement de l'économie, c'est de nous assurer que le financement de l'économie est de haute qualité. On intervient, on surveille en fait ce crédit, puisque finalement c'est ça qui participe au développement de l'économie. Et pour surveiller le crédit, en fait, il faut qu'on mette en place des indicateurs qui permettent de voir les flux de circulation et puis la qualité du crédit. Et analyser la qualité du crédit, ça veut dire qu'il faut analyser la qualité de la contrepartie, c'est-à-dire celui qui va bénéficier, autrement dit celui qui va rembourser. Alors moi je parle des entreprises et pas des particuliers, parce que pour les particuliers, vous savez très bien votre capacité à honorer vos engagements financiers, ça dépend de vos revenus principalement, et vous savez comment ça marche. Mais pour les entreprises, eh bien, on a mis en place une méthodologie, mais qui est basée sur l'analyse des comptes annuels des entreprises, donc sur les bilans essentiellement. Donc une banque centrale, c'est essentiellement une entreprise qui veille à la qualité du crédit et qui s'assure à travers c'est les outils dont elle dispose, qui sont essentiellement les taux d'intérêt et qui surveillent un indicateur qui est l'inflation. Voilà. Et ça participe à un élément absolument essentiel qui est la confiance qu'on peut avoir dans l'économie. Si vous n'avez pas confiance, vous retirez vos économies et il y a forcément un drop qui va se passer, il va y avoir un effet de contagion, de domino. Donc ça, c'est pour ça que c'est une mission de service public. Alors, par rapport à ça, bien qu'on soit dans le cadre d'une mission de service public, on a un volet donc, qui est lié à la stratégie monétaire, à la stabilité financière, mais on a aussi des activités de service. Et c'est parce qu'on a des activités de service qu'on a une implantation dans chaque département. Donc, que ce soit ici à Bayonne, avec Madame la directrice, Marianne, je te remercie de ton invitation. C'est également une succursale à Pau, etc. Donc on a des implantations dans tous les départements de façon à mesurer au plus près des besoins de l'économie la température en fait du financement de l'économie. Pourquoi on s'est intéressé ou pourquoi on s'est orienté aussi vers les startups? Parce qu'on est dans le cadre d'activités de service pour les particuliers, pour les entreprises, et on a un volet d'accompagnement. On a un volet d'accompagnement pour les TPE, les PME, ceux qui ne savent pas trop peut-être vers qui se tourner parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et donc on s'est dit, nous qui avons un ancrage territorial, nous qui connaissons les modalités du financement et les acteurs de financement, on peut recevoir ceux qui en ont besoin. On ne fait pas de pub là-dessus en particulier, mais ceux qui en ont besoin peuvent nous rencontrer. Et puis pour les startups, on a mis en place depuis 2020 un dispositif correspondant startup, de façon à pouvoir travailler. Alors on l'a fait dans le cadre avec la French Tech, qui avait développé un programme qui s'appelle French Tech Central, qui est un hub d'acteurs publics dans lequel vous, start-upers, pouvez rencontrer des acteurs publics directement. Un représentant d'une administration, c'est plus simple que d'aller taper au grilles de la Banque de France, parce que c'est pas évident. Vous allez rencontrer directement Sébastien Raimondi, parce qu'il est ici. Salut Sébastien. Merci. Voilà, donc Sébastien, c'est la personne qui rencontre les startups, c'est la personne qui s'assure que s'il y a des problématiques spécifiques, va intervenir sur les programmes. Alors, depuis le début du dispositif, on a accompagné un peu plus de 1500 jeunes, très early stage en fait, recherche de solutions de financement, on explique ce que c'est que les fonds propres, c'est très basique. C'est basique, mais c'est nécessaire. Enfin, il faut bien que, de toute façon, quelqu'un le fasse. Donc, on discute avec les banques, on dit à quel moment il faut aller les voir, capter la confiance, préparer un pitch, un deck, etc. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on peut être mobilisé. Et c'est le lien qu'on a développé avec la French Tech sur ce programme principalement, et sur d'autres, on en parlera, qui sont plus sur un volet financement et qui étaient plus en lien avec certains lauréats de France 2030 et puis de French Tech 2030, et d'autres qui étaient des Next 40 ou French Tech 120 pour lesquels on s'est aperçu qu'il y avait des sujets qui étaient sur l'analyse des comptes, le bilan, etc. Et donc on a développé des programmes dédiés ou spécifiques, alors cette fois-ci pour les cotations. Justement, ça nous amène à la conversation que nous avons eue en préparation de cette conférence.
où tu nous avais expliqué qu'il y avait un système de cotation spécifique aux startups. Est-ce que tu peux peut-être développer sur ce point? Ok. Donc je vous disais, pour mesurer la qualité du crédit, on a un thermomètre, qui est un outil qui est basé sur l'analyse des comptes d'entreprise. Alors on ne le fait pas pour toutes les entreprises, parce qu'il y a plusieurs millions d'entreprises, si on inclut les entrepreneurs individuels. On s'est dit, on le fait à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, parce que ça commence à être des entreprises qui pèsent, et donc si elles pèsent, elles consomment aussi du crédit. Donc on a fait un trait, comme ça on a dit, voilà, le seuil c'est 750 000 euros. Et en France, c'est des entreprises qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, il y en a 300 000, à peu près, plus ou moins. Et ces 300 000 entreprises, on s'est intéressé en disant, mais dans ces 300 000 entreprises, est-ce qu'on en a qui sont sur des profils start-up? Alors c'est quoi un profil start-up? D'abord, c'est un modèle de croissance. En fait, ça veut dire que ce n'est pas les cash flows de la boîte qui financent son développement, c'est plutôt du cash burn, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner cash flow dette, comme on le fait pour toutes les entreprises de l'économie traditionnelle, il faut absolument raisonner cash burn equity, parce que sinon c'est pas bon. Et ça nous a amené à analyser un peu plus de 3000 dossiers à peu près à identifier. Donc c'est un peu moins d'1%. Au niveau national, il y a un peu moins d'1% d'entreprises qui sont sur ce modèle de croissance, c'est-à-dire qui sont en modèle start-up, scale-up, licorne si vous voulez. Mais globalement, ce n'est pas leur cash flow, c'est-à-dire ce n'est pas leurs ressources internes qui financent l'essentiel de leur développement, c'est plutôt des ressources externes qui sont des levées de fonds. Voilà, alors la cotation, c'est d'une start-up, c'est tenir compte de critères différents de ceux de l'analyse financière classique, parce que sinon ça veut dire qu'on va freiner le développement de ces entreprises à travers un outil de scoring qui n'est pas bon, ou en tout cas qui ne tient pas des bonnes métriques. Alors moi je suis un peu là aussi pour débugger et traduire notre jargon financier et de recherche envers le public. Oui. Cash burn, est-ce que tu veux définir ce que c'est? Oui, consommation de trésorerie. Consommation de trésorerie, donc j'ai parlé de cash burn, donc effectivement c'est dans les modèles de start-up, elles ont besoin de trésorerie pour financer leur développement, elles ne le trouvent pas du fait de leur activité, c'est-à-dire qu'elles ne le génèrent pas par leur marge, comme on voit et elles ont besoin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de levées de fonds, c'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'elles se développent, elles ont besoin de plus en plus de financement, et donc elles font des séries successives, mais tout ça je pense que on le verra tout à l'heure, des séries A, des séries B, etc. Il y a tout un cycle qui est avec un modèle un peu normé, quelque part, même pour les startups. Alors, série A, série B, on précise que c'est l'ordre de développement d'une start-up en fonction de ses levées de fonds. Série A, c'est les premières actions, série B, c'est les investissements suivants. N'hésitez pas à noter les mots qui peuvent vous sembler peut-être un petit peu problématiques et puis on reviendra dessus. On l'a mentionné précédemment, donc la Banque de France a développé un rapport sur l'état des startups et leur financement en 2023. Alors ça sera public à partir du 11 juillet. On a la chance ici d'avoir les premiers éléments. Est-ce que tu veux nous partager les premiers résultats? Avec plaisir, avec plaisir. Alors, je vous disais, en gros, 3000 sociétés au niveau national. Dans ces 3000 sociétés, nous, au moment où on a fait l'extraction pour faire la publication, on en a un peu plus de 80%. Autrement dit, voilà. On a, si on prend... Il faut bien que vous compreniez que ce dont je vais vous parler, c'est de startups qui font déjà du chiffre d'affaires. Qui ont en moyenne 10 ans d'ancienneté, parce qu'on a l'impression qu'elles viennent de sortir de l'eau et puis que ça sort d'hier. Mais pas du tout. En fait, c'est des boîtes avec des dirigeants qui ont 47 ans en moyenne d'âge. C'est des boîtes dans lesquelles, dans l'écosystème, il y a 90% d'hommes, 10% de femmes qui sont dirigeantes. C'est pas forcément très différent, d'ailleurs, du domaine des PME, je le précise aussi, c'est-à-dire que c'est pas une spécificité de la tech. Et donc, ces 2300, alors moi j'arrondis les chiffres souvent, ces 2300 entreprises, elles se répartissent un petit peu partout en France. Il y en a une partie, il y a pratiquement la moitié en Ile-de-France, ok, mais ça veut dire qu'il y a l'autre moitié partout en région, très important, avec une dynamique de territoire qu'on est en train de regarder parce qu'il se passe des choses sur ces entreprises. Donc ça, c'est le mapping. Donc je vais vous parler de celles qui sont parmi les plus avancées de l'écosystème. À mon avis, il doit y avoir environ 25 000, c'est la French Tech qui dit 25 000 startups au niveau national. BPI ne dit pas le même chiffre, mais il parle plus du numérique. Mais je pense que quand on fait un seuil comme ça de 750 000 euros, on a rajouté aussi celles qui n'avaient pas ce seuil, mais qui avaient des levées de fonds de plus de 3 millions, parce qu'elles ont des choses à nous dire super intéressantes. Donc on a matché les deux là, et donc on a topé 2300 sociétés qui sont parmi les plus avancées de l'écosystème. Donc on pense que la cartographie,
Elles représentent, elles disent ce qu'elles font, elles disent ce que ça pèse quoi, en termes de traduction chiffrée. Et généralement, on parle que de levée de fonds, mais on ne sait pas finalement derrière ce qu'il y a comme traction, ce qu'il y a comme indicateur financier. Voilà, donc c'est le propos qui est ici. Peut-être avant, il faut quand même que je vous rappelle, parce que donc les startups se financent par des levées de fonds, c'est-à-dire qu'elles vont chercher du capital auprès de capital risque, venture capital, etc. Ça a eu il y a pratiquement eu 10 ans, pendant lesquels, alors d'abord au départ c'était assez modeste, le radar France sur le radar européen, voire mondial des acteurs tech, c'était très petit. Ça a commencé à se développer, et depuis 2020, ça devient visible. On existe. On est visible, et en 2022, vous voyez qu'il y avait un montant le plus élevé des levées de fonds qui avait jamais été enregistré. On atteignait 13,5 milliards d'euros. Quand on fait la moyenne du nombre d'opérations, le ticket moyen, donc il était à 18. Et puis en 2023, on l'a vu, ça s'est réduit de façon considérable, on est presque à 40%. C'est pas spécifique aux startups tricolores, c'est un phénomène mondial qu'on a assisté dans toutes les zones économiques. Vous avez eu une augmentation rapide et successive des taux d'intérêt. Donc, de fait, vous avez les investisseurs pour qui la prime de risque n'est pas du tout la même. Vous avez des valorisations qui vont chuter, et donc une désaffection des valeurs de la tech et une baisse des levées de fonds en valeur. En nombre, en fait, finalement, c'est pas si évident que ça, parce que le nombre de levées de fonds n'a pas trop diminué. Mais c'est surtout une réorientation qui est en train de se produire, j'y reviendrai. Donc, ayez ça en mémoire, c'est-à-dire que ce dont on va parler, c'est ce qui s'est passé post-rupture, un peu de cette courbe ininterrompue de financement. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer quand on va regarder les bilans? Est-ce qu'il va y avoir une rupture à l'équivalent de tout ce que, s'il s'est traduit ou pas? Voilà. Donc, c'est ça, vous avez le contexte, vous avez l'historique, là maintenant vous avez les chiffres aussi. Oui. C'est toujours les startups qui font plus de 750 c'est millions. Exactement, oui. Mais là, on a encore le minimum 3 millions. Alors, ici, par contre, c'est tout l'écosystème. Ça, c'est tout l'écosystème, c'est EY, la source, dans ces rapports annuels. Okay. Mais nous savons qu'on match, en fait, au niveau des capitaux propres avec le niveau qui est ici. On voit que ça correspond. Il n'y a pas de corrélation. Et dans la slide d'avant, c'est 750 000 ou oui. Et où 3 millions d'euros ouais. de levée. Je vous interromps juste qu'on n'ait pas de conversation entre experts. EY, c'est le cabinet d'audit Ernst & Young qui publie également des rapports sur la levée de fonds de manière régulière. Un des concurrents de KPMG. Oui, mais ils sont confrères aussi. Oui, exact. On va dire Ben, bien sûr, je sais bien, on discute avec les banques, c'est la même chose. Voilà. Moi, j'ai une question pour rebondir un petit peu sur ces chiffres. On voit une rétractation, mais est-ce que il y a autant d'entreprises qui ont besoin de financement et qui sont dans ces critères, parce qu'elles ont moins accès au capital, parce que les banques prêtent moins, parce que les taux d'intérêt sont beaucoup plus hauts. C'est ça que j'essaye de comprendre et de partager avec le public. Oui, alors les taux d'intérêt sont plus élevés, oui, mais c'est pas du côté des banques que ça se passe, parce qu'en fait, les startups ne vont pas particulièrement s'adresser au départ. Ça ne veut pas dire que les banques, il y a même qu'il faut aller les voir, mais il y a la temporalité. Mais l'essentiel du financement d'entreprises innovantes, en fait, ce qu'il faut se comprendre, c'est que l'innovation, c'est un risque qui est différent d'un métier dans lequel on connaît la courbe de développement. Ce qui s'appelle une prime de risque, il faut aller la voir auprès de gens qui veulent bien mettre un ticket pour le financer. Les banques, elles n'ont que leur taux d'intérêt pour couvrir leurs risques. Et donc, elles ne peuvent pas aller voir des entreprises qui, 8 fois sur 10, vont se planter. Parce que le taux d'intérêt n'est pas un bon outil. Donc, elles ne vont pas voir les banques, elles vont voir du capital risque, qui sont ici. C'est pour ça que je parlais de capital et que le taux d'intérêt, évidemment, avait une influence sur le coût auquel on va pouvoir accéder à ce capital. Alors, il faut expliquer ce qui est le risque pour les venture capitalistes et les financeurs, c'est juste de perdre leur investissement, et la société de disparaître malheureusement. Comment, dans cet écosystème, on essaye d'inciter les entreprises et de les conseiller quand on est Banque de France pour avoir une croissance organique, et on va expliquer tout de suite, c'est d'être une trésorerie assez solide, un chiffre d'affaires en développement qui dégage du profit, qui permet d'avoir un cash flow, voilà encore un mot en anglais, qui leur permet d'avoir un coussin qui leur évite d'être endettés ou empruntés au-delà de 100% de la valeur de l'entreprise.
Alors nous, on leur dit quelque chose de simple, on leur dit intégrer dans vos KPIs, parce que vous ne le faites pas, intégrer dans vos KPIs, vos capitaux propres. Parce qu'en fait, c'est la métrique qui permet de piloter votre entreprise sur son reste à vivre quelque part. C'est elle sur laquelle vont converger tous les flux, puisque les pertes vont venir l'impacter, les levées de fonds vont venir les augmenter, et vous avez votre reste à vivre. Et cet élément-là, si vous ne l'avez pas dans votre tableau de bord, ça veut dire que c'est quelque chose que vous ne regardez pas forcément. Donc vous allez mettre plein de choses, du churn, de l'ARR, enfin bon, plein d'éléments, mais rajoutez aussi vos capitaux propres, et vous verrez que cette prise en charge, cette prise en compte, cette lecture en fait, de cet indicateur financier va matcher avec les préoccupations d'autres partenaires, notamment les banques. Je voudrais dire un mot peut-être de cette... alors, pas trop vite là-dessus, parce que voilà. Ce qu'on a vu quand on a regardé les 2300 bilans, c'est que finalement, alors que les levées de fonds avaient chuté de 40%, l'activité mesurée en termes de chiffre d'affaires, elle a progressé, ou elle a continué de progresser de 19. L'année d'avant, c'était 25. Les effectifs se sont accrus de 8%. L'année d'avant, c'était 20. Alors quand je dis plus 19%, ça veut dire que l'ensemble des startups en France réalisent un chiffre d'affaires de quasiment 25 millions d'euros. C'est 24,6 ici. Et c'est un peu plus de 100 000 personnes qui sont employées. Et on pense que les dirigeants de start-up ont fait quand même preuve de pragmatisme, parce que dans un contexte qui était un peu chahuté, on voit au bout du compte que les capitaux propres se renforcent, ce qui est normalement pas très logique. Alors pourquoi? Parce qu'on freine, enfin on fait attention à sa consommation de trésorerie, surtout. Et donc la trésorerie, elle baisse à peine, elle est tout à fait stable. Mais surtout, on fait très attention à sa consommation, à ses charges, donc aux résultats d'exploitation. Alors, ils sont en perte, ce sont des startups. Mais les pertes ne se creusent pas. C'est-à-dire qu'on a stabilisé. Donc quand vous avez en ratio des pertes qui se stabilisent et une activité qui augmente, en fait, vous améliorez un petit peu votre taux de marge, quelque part. Donc, vous vous rapprochez de votre seuil de rentabilité. C'est ce qu'on a observé en 2023, c'est ça qui nous dit. On se rapproche du seuil de rentabilité parce que on a besoin de montrer qu'on est capable de converger vers une société qui va pouvoir dégager, à terme, dégager des cash flows et assurer un peu son autonomie, surtout si l'argent ne vient pas de l'extérieur. Donc on va le chercher dans ses propres du fait de la solution que la start-up a développée. Donc ça, c'est la première chose qu'on voulait vous présenter. La deuxième, c'est qu'en fait, ces variations, c'est un secteur global qui cache beaucoup de disparités. Je voulais vous donner un exemple, c'est celui du chiffre d'affaires. Alors, il y a tous les autres indicateurs, mais je ne les ai pas mis. Parce que le chiffre d'affaires, ça parle à tout le monde, c'est la somme des ventes. Donc, en fait, si on les cloisonne par secteur d'activité, vous voyez que vous en avez qui progressent plus que d'autres. Alors, dans ce tableau de précision, vous avez une colonne avec sa hauteur qui traduit son niveau de chiffre d'affaires, et ensuite vous avez un niveau qui traduit son taux de variation. Je vous donne tout de suite l'explication. Pour les startups là, qui sont sur les sujets environnement que vous avez ici, donc c'est énergie-environnement. La totalité des startups de ce secteur, elles font un chiffre d'affaires qui dépasse les 4 milliards d'euros. Et ce chiffre d'affaires, il a progressé de 27% entre 2022 et 2023. Donc non seulement c'est celles qui font le plus d'activité, mais c'est aussi celles qui font le plus de progression d'activité. Donc on sent bien que ça pousse. D'accord ? Vous avez aussi les startups de la mobilité, qui sont à 39% de taux de variation. Mais pour le moment, elles ne génèrent un chiffre d'affaires que de, il y a pas mal, mais on est à un peu moins d'1,5 milliard. Dans la mobilité, vous avez tout ce qui est énergie décarbonée, électrique, hydrogène. Il y a beaucoup de levées de fonds, il n'y a pas beaucoup de chiffre d'affaires, ça va venir, mais ça va venir. Voilà. Quand on parle d'impact, puisque c'est la soirée, c'est finalement l'impact, il est sur l'énergie, l'environnement, la mobilité. Autrement dit, c'est les secteurs sur lesquels... L'éducation. Merci. Et vous avez raison. Voilà. Ce que je voulais dire, c'était que ces secteurs-là, qui sont des composantes de l'impact, sont ceux qui ont le plus fort taux de variation d'activité. Mais vous avez raison. Et ça croît par le bas, avec des créations de nouvelles startups, ou ça croît par le haut, avec des grosses croissances sur les grosses? Alors, vu comment on travaille, ça croît par le haut, c'est-à-dire que c'est celles qui progressent, qui sont déjà établies sur le marché. C'est pas forcément de nouveaux entrants. Les entreprises en création, elles ne sont pas prises en compte dans le... Non. Parce
Ah, c'est après déjà équivalent. Oui, parce qu'on n'est pas prêt de les voir tout de suite. Ouais, c'est ça, exactement. Alors il y a eu des défaillances, hein. C'est aussi un élément qu'on a regardé. On a vu que ça avait augmenté à partir du deuxième trimestre 2023, mais c'est une vingtaine. 20, 21, 23, 24, 29. Bon. Ça veut dire qu'il y a une centaine de sociétés qui sont défaillantes. Ça fait un taux de 3%. 3%. C'est peu 3%. Autre idée reçue, c'est des sociétés, 80% font des défaillances, mais pas du tout. Quand on arrive à ce niveau, c'est-à-dire qu'en fait, le modèle, en début de vie, il est très défaillant. Mais plus il progresse, moins il l'est. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est tellement sélectif par de levées de fonds. Puis les dirigeants de start-up, c'est pas les enfants de l'année. Enfin, je veux dire, ils ont une sacrée expérience derrière eux, ils captent, etc. Donc, quand ils arrivent à des niveaux de start-up qui font ces niveaux de chiffre d'affaires, en fait, ça devient des modèles assez robustes et assez agiles. En tout cas, cette année, le 3%, il tend à dire ça. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas de difficultés derrière, hein. Je sais. Il y a beaucoup d'écarts là aussi, sur ces niveaux de ratio qui sont là. Et donc pour 2024, puisqu'on veut ça va pas, l'évolution des taux d'intérêt ne va pas se retourner aussi rapidement qu'il a augmenté, ok. Par contre, on voit qu'il y a des financements beaucoup plus ciblés, mais ça c'était déjà depuis 2023. Hein. On l'avait vu, c'était Green Tech, IA générative. Premier semestre 2024, c'est la même chose, c'est même encore mieux, puisque c'est 50%. C'était pas 50%, on parlait de 30 à 40, là on est à 50%. Il y a la moitié des fonds qui vont sur ces deux sujets, IA générative, Green Tech, avec des grosses levées de fonds en fait, aussi. C'est aussi 2024, ce qu'on a déjà observé, ce pivot vers la rentabilité, on pense qu'il va se poursuivre. Et on pense aussi qu'on est dans un mouvement de rapprochement en fait, alors public-privé, start-up, corporate, grand groupe. C'est important. En fait, là, ce qu'on va chercher, c'est la rentabilité pour voler de ses propres ailes, et de l'autre côté, c'est des clients pour pouvoir avoir de l'activité, du chiffre d'affaires. En fait. Et c'est le meilleur moteur de la croissance, c'est le chiffre d'affaires, beaucoup plus que la levée de fonds, surtout quand la levée de fonds prend plus de temps, etc. Donc ça, c'est des pivots qu'on perçoit dès à présent. Et puis, il y a toujours des programmes de soutien qui continueront de souffler côté start-up, parce que TB2, on ne sait pas ce que c'est, mais en fait, c'est quand même 7 milliards d'euros qui se diffusent progressivement dans l'économie. Je ne parle pas des programmes de la Banque Centrale Européenne, de la BEI là-dessus, il y a BPI, il y a la French Tech, il y a des programmes spécifiques, etc. Donc il y a quand même beaucoup de programmes de soutien et qui devraient contribuer à maintenir ou à dynamiser ces écosystèmes. Alors je mesure que j'étais un petit peu rapide. Je voulais vous dire aussi, vous avez les chiffres en tête tout à l'heure au niveau national. Alors j'ai regardé au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Je me suis dit que bon, c'est pas spécifiquement Bayonne, hein, excusez-moi. J'aurais adoré vous présenter un truc en disant regardez, vous faites tout, c'est tout là. Mais en fait, non, je ne peux pas. Mais par contre, vous avez, ce que je vous disais dans les territoires, il y a des choses très intéressantes. C'est que généralement, on n'a pas forcément des modèles de start-up uniquement digital. On a des solutions, elles sont un peu industrielles, etc. Ça fait qu'on a des taux de progression de chiffre d'affaires là qui sont intéressants quand même par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc on n'est plus à 18, on a 23, une belle dynamique. On a des capitaux propres qui sont en force. Et surtout, vous avez vu la trésorerie, là, elle progresse encore un petit peu plus. Ça veut dire qu'il y a des levées de fonds, elles sont pas directement investies dans la croissance. Donc c'est prudent, je pense que c'est pragmatique, la façon de le faire. Les partenaires bancaires jouent le jeu. Si vous faites le rapport de la dette bancaire et des capitaux propres ici, vous arrivez à des niveaux, c'est 30% national, là vous allez vous apercevoir que c'est 60 à 70, donc c'est énorme. Donc bravo les banques, il faut le dire. Et il faut aussi arriver à toper le modèle en ayant confiance, et c'est encore le maître mot. On a confiance dans le modèle, même s'il fait des pertes, on arrive à défendre ça. Voilà. Et puis les résultats, finalement, le moins bon, ça veut dire que ça s'est amélioré, il y a moins de pertes. Ouais. C'est ici. Et puis on avait fait un petit focus. Si on regarde la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la 6e région en nombre de startups, c'est la 5, voilà, elle pèse 5% en fait du poids de l'écosystème national, voilà, pour vous donner une ordre d'idée. On a identifié 3 secteurs plus spécifiques dans les startups industrielles, l'alimentation et la santé. Et sur le podium des startups, c'est 3000, si on fait la somme, c'est un peu plus de 3000 emplois, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une moyenne de CA de 4,9 millions. Les éléments que je voulais vous donner, et puis vous pourrez... alors, ça c'est pour faire de la pub et du teasing, hein, bien sûr. Quand elle sera disponible, ça va pas tarder.
Oui, ce sera tout. Ce sera tout bon, merci. Merci. Et évidemment, nos correspondants, mais c'est le plus simple, vous pouvez flasher le QR code, mais vous pouvez aller voir Sébastien directement, et puis voilà. Et discuter, échanger avec lui. Merci Maurice. Merci. Merci pour ce tour national de point de vue et de perspective sur l'état des startups. C'était très riche et très intéressant. Je me dis que c'était dynamique avec les questions qui arrivaient spontanément. Merci. On va regarder l'écosystème maintenant avec deux fonds d'investissement. Je me retourne vers Agathe dans un premier temps et puis Stéphanie dans un deuxième temps, qui vont nous parler un petit peu de leur stratégie d'investissement et rentrer dans le détail de l'impact. Alors, la première question est pour toi, Agathe. La question, c'était, est-ce que tu peux nous redonner un petit peu les bases sur les stratégies de l'investissement à impact? C'est pas vraiment une... C'est pas vraiment une question, c'est qu'en fait, on s'était dit peut-être que de remettre un petit peu les grands principes en fait de ce que c'est l'ESG, l'impact, c'est peut-être essentiel en fait dans une conférence sur justement l'ESG et l'impact et l'investissement à impact. Donc on va essayer d'avoir la bonne slide. On va essayer de ne pas vous perdre surtout. Un peu au-dessus. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est de savoir que les investisseurs, maintenant, on est quasiment tous obligés de prendre en compte l'ESG, les normes ESG, l'impact pas tous, mais l'ESG quasiment tous. Aujourd'hui, donc pour un investisseur, on va se référer à des critères d'évaluation qui sont liés au fonctionnement interne des entreprises dans laquelle on va investir. On va vérifier, on va faire ce qu'on appelle un scoring en fait des critères ESG. Donc ESG, je rappelle, c'est environnemental. Donc ça peut être quelle est la politique interne de la société en matière de gestion des déchets, son empreinte carbone, sa consommation d'eau, sa consommation de papier. On va poser plein de questions en fait aux entreprises pour savoir comment ils gèrent en fait tous ces points en interne. Après, on va regarder aussi d'un point de vue social. Donc, quelles vont être les conditions de travail, quelles vont être les conditions de parité. Et oui, c'est un point essentiel aussi dans les critères ESG. La parité dans les équipes, qu'il n'y ait pas de discrimination aussi, c'est très important pour nous. Après, on va regarder aussi comment se passe la gouvernance. Donc, ESG, c'est environnemental, social et gouvernance. Donc, est-ce qu'il y a des risques de corruption? Est-ce que c'est des pays à risque? Est-ce que l'activité est pratiquée dans des pays à risque? Est-ce qu'il y a des risques en termes de cybersécurité? Est-ce qu'il y a des procédures en cours, des procédures sociales en cours? Donc, tous ces points-là, en fait, on a une espèce de tableau où on va faire un scoring pour savoir si oui ou non le scoring est bon et on peut oui ou non regarder le dossier. Donc, c'est vraiment un scoring qui est pré-investissement, en tout cas pour les investisseurs. Donc, pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement responsable, c'est une approche fondée vraiment sur ces critères ESG. Et effectivement, aujourd'hui, la finance solidaire, ça va regrouper effectivement des secteurs qui ne sont pas forcément financés par les systèmes financiers classiques. On parle de fonds et on parle souvent de la réglementation SFDR. La réglementation SFDR, en fait, c'est une réglementation européenne qui s'applique aux fonds d'investissement. Donc il y a 3 grands types de fonds d'investissement. Il y a les fonds qui sont article 6, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de respecter en fait ni les normes, les critères ESG, ni des critères d'impact. Il y a les fonds qui sont article 8, qui vont être obligés en fait d'intégrer un scoring ESG dans leur décision d'investissement et après dans le suivi de la participation. Donc on va être obligé de suivre au fur et à mesure l'évolution des critères ESG. Et il y a les fonds article 9, qui pour le coup sont des fonds qui ont un objectif d'investissement durable, donc qui vont être des fonds qui sont vraiment liés à des sociétés à impact et qui vont suivre tout au long de leur investissement en fait l'impact de la société. C'est très important parce qu'en fait quand vous allez voir un fonds d'investissement, il faut quand même vérifier ce qu'ils font. Et quand vous êtes notamment, si vous n'êtes pas une société à impact, ça ne sert à rien d'aller pitcher des fonds à impact. En fait, finalement, de temps en temps, les fondateurs oublient ça.
et surtout vous préparer en fait quelque part sur le fait que vous allez être regardé de très près sur votre notion d'impact, votre activité, l'impact de votre activité et le respect des critères ESG en interne. Je vous ai donné rapidement, alors je suis désolée, on a dû faire, on a dû serrer les principales informations à vous donner. La définition de l'impact, donc c'est l'intention d'influer sur une chaîne de valeur, la capacité à démontrer une différence par rapport à ce qui existe déjà, et les fondateurs doivent avoir la volonté de transformer et la capacité à mesurer cet impact de manière quantitative. C'est très important, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment que les fondateurs gardent toujours cette notion de suivi de l'impact au cours de la vie de leur société, puisque en tout cas ce sont des points qui seront regardés de manière de très près en fait par les investisseurs. Donc il y a 3 caractéristiques principales dans l'impact. Il y a l'intentionnalité, qui est la volonté de générer un bénéfice social et environnemental. Et cette intentionnalité doit pouvoir être mesurable. L'additionnalité, qui va être pour nous, en tout cas pour les investisseurs, la contribution directe de l'investisseur pour accroître l'impact net positif généré par les activités de l'entreprise financée. Donc quel va être le rôle aussi de l'investisseur pour vous aider justement à améliorer votre impact net. Et on va mesurer l'impact, ce que je vous disais tout à l'heure, et on va mesurer l'externalité sociale, l'externalité environnementale au vu des objectifs d'impact. Je t'interromps, puis ça fera peut-être un break aussi dans ce flot d'informations. Ça me permettra aussi un peu de respirer. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Est-ce qu'il y a des exemples de start-up à impact qui te viennent en tête pour que ce soit plus parlant? Alors nous, on investit dans pas mal de start-up à impact, dont par exemple Kinat, une société qui fait du recyclage, de la collecte et du recyclage de mégots de cigarettes. Localement, on a investi aussi, que vous connaissez pour la plupart, Purnat, donc qui font des fils pour capter en fait dans les purificateurs d'air les bactéries dans l'air. Voilà pour deux. Toi, t'en as aussi. Oui, bon, elle fait que de l'impact. C'est bien, on va passer la parole à Stéphanie pour alterner un petit peu. Bon, je vous passe les caractéristiques clés de l'investisseur impact parce que sinon on y est pour la soirée, mais qui sont des normes que vous retrouverez. Je crois que Nila, tu as mis les slides en ligne. Non, je pense que ce qui est toujours important d'avoir en tête, c'est ce qu'on appelle les ODD, c'est la slide d'après, qui sont les objectifs de développement durable. Donc toujours prendre en compte pour l'activité de votre société que vous devez rentrer dans un des ODD. Et ce qui va être essentiel, puisque nous on justifie notre investissement parce que vous rentrez dans un des ODD, et c'est ce qu'on va mesurer au fur et à mesure de notre investissement, c'est effectivement le respect de cet ODD et comment effectivement vous allez influer de manière positive en fait sur cet ODD. Donc on vous a remis, en fait, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir en tête toujours ça. On retrouve ça sur Internet, c'est assez facile d'accès. C'est une question, en fait, pour toi. On va continuer. Comment vous mesurez cet impact? Vous le faites de manière interne, vous avez un employé qui va aller regarder les indicateurs, vous allez faire appel à des sociétés comme KPMG ou d'autres entreprises de conseil? Appel à KPMG, je suis désolée. Alors nous, on a des politiques internes, donc on fait partie de France Invest, France Impact, enfin on est dans toutes les commissions de réflexion sur l'ESG. On a un responsable ESG en interne, on est très ESG, compatible, plus que compatible en fait. Et on regarde, donc on fait appel à un prestataire externe pour le scoring ESG. Qui nous a aidé en fait à faire notre scoring, notre grille de notation ESG aussi bien, parce que alors nous on investit, je suis désolée tout à l'heure j'ai rien dit, mais en fait les séries A c'est quand même des boîtes qui font déjà plus de 2 millions d'euros aujourd'hui, donc il y a beaucoup de sociétés en fait qui sont entre 0 et 2 millions d'euros. Quand on parle de précis des sites, c'est bien avant la série A, et localement, en fait, on a beaucoup de sociétés qui sont dans cette grille-là. Donc, je sais que votre analyse, mais localement, en tout cas, on en a beaucoup, et en Nouvelle-Aquitaine aussi.
Et donc on va effectivement, voilà, on est présent dans toutes les commissions de réflexion sur l'ESG. Après, on a un responsable ESG qui est avec 2 personnes en plus. Et qui va mettre en place tous les scorings. On fait pas appel, on fait beaucoup en interne. Je suis désolée, on est très autonome. Et sur quelle base vous basez cette grille de lecture? C'est plus une grille de lecture. La grille, elle est préfaite avec justement une personne extérieure. Et après, on refait avec on fait remplir par toutes les sociétés dans lesquelles on investit la grille de notation, et puis on leur repose des questions sur la grille de notation, et on repose des questions au fur et à mesure de l'investissement sur est-ce qu'ils respectent bien effectivement chaque ligne de la grille de notation. Consomme moins de papier, consomme moins d'eau. Et après, nous en plus, on est une société de gestion, on est à mission, on est société à mission. On a en plus mis des actions pro bono en place, notamment avec les Restos du Cœur. Toutes les équipes doivent faire au moins une fois par mois une soirée pour aider dans les Restos du Cœur. On donne à des fonds à des sociétés d'intérêt public. Donc on est très ESG. Et vous aussi, je pense, chez Demeter. J'avais encore une question, Agathe. Si on est entrepreneur à impact, quel conseil as-tu à donner pour une levée de fonds? Alors, un conseil essentiel, je pense, c'est déjà d'aller viser les bons fonds, d'aller viser des fonds à impact. Moi, je sais que je le dis souvent en fait aux entrepreneurs, quand ils ont vraiment des projets à impact, il y a quand même pas mal de fonds qui sont dédiés à l'investissement à impact, donc d'aller cibler les bonnes personnes, je pense que c'est essentiel, parce qu'il y a des fonds qui vont trouver des sociétés à impact très intéressantes, mais c'est souvent les fonds à impact qui vont investir dans les sociétés à impact. Nous, on a investi par exemple dans Kinet, dont je parlais tout à l'heure, sur le recyclage de mégots de cigarettes, à côté de BA spécialisés dans l'impact. Et c'est ça qui, nous, est intéressant, parce que nous, on va faire un certain accompagnement, mais eux auront aussi cet accompagnement dédié à l'impact. Un cas pratique peut-être de sortie, de bonne sortie et une mauvaise sortie. Alors une sortie, c'est une sortie de capital. Voilà. Donc localement, donc je suis restée sur le local, excusez-moi, je suis très basque. Localement, donc on était dans une société qui s'appelle Urbanise, qui a été rachetée par Priceable, un de ses concurrents, mais beaucoup plus gros d'un point de vue européen, et qui voulait s'implanter en France. Donc ça a été il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois. Et une sortie compliquée où on a quand même récupéré notre investissement avec une femme qui a fait un burn-out. Donc je le mentionne parce que c'est pas rare malheureusement, et qui ne gérait plus en fait ses enfants, son boulot. Elle avait du mal à déléguer. C'est une femme absolument incroyable, et on a réussi à l'aider à trouver un repreneur. Et finalement, elle s'en est sortie plutôt bien de cette mésaventure un peu compliquée. Merci. Donc plutôt avoir une équipe et être entouré. Très important d'avoir une équipe. Alors, on le dit dans les red flags, dans les levées de fonds, on a fait justement une petite conférence là-dessus, mais c'est hyper important de ne pas avoir des solo founders. En fait, les fonds d'investissement, pour nous, c'est un red flag. On n'investit pas dans les sociétés où il y a un solo founder, parce que le risque est encore plus important pour nous si vous arrive quoi que ce soit. On n'a pas vocation à gérer la société à votre place. C'est très important d'avoir des équipes des équipes complémentaires. C'est essentiel en fait pour des investisseurs, et c'est un des points qu'on regardera du plus près, de très près. Merci Agathe. On passe la parole à Stéphanie. Qui représente le fonds Demeter, qui est basé à Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises. Oui, moi je suis à Bordeaux, voilà. On est 5 au bureau bordelais. Alors j'ai un petit peu les mêmes questions pour toi, et on va te demander d'expliquer peut-être votre stratégie d'investissement, comment vous mesurez l'impact, des cas pratiques et un cas positif de sortie et un cas négatif de sortie. Ça marche. Si tu peux mettre la slide suivante. Donc Agathe l'a déjà un peu pré-expliqué, mais donc nous on est un fonds, une société de gestion dédiée 100% à la transition écologique, donc on est sur le volet environnemental de l'ESG. Et tous nos fonds sont, vous avez la petite leçon réglementaire SFDR 9. Donc en fait,
par essence, les sociétés dans lesquelles on investit ont une activité, un core business qui est dédié à un impact environnemental. C'est important parce que sans cette dimension-là, on ne peut pas regarder. Donc c'est ce qu'elle disait tout à l'heure également, c'est que quand vous venez voir un fonds dit à impact, qu'il soit sur une des branches de l'impact ou qu'il soit sur toutes, il faut que votre activité, vous puissiez vraiment l'y rattacher, sinon ça n'a pas de sens. Et d'autant qu'on regarde les choses très en détail. Alors nous, on a différents process d'analyse de cet impact, puisqu'on doit le formaliser évidemment. On a ce qu'on appelle un questionnaire ESG qui rejoint, je pense, que ce que tu disais tout à l'heure, qui est assez classique pour ce niveau de fonds, qui est souvent partagé par des institutions comme BPI ou d'autres. Donc c'est un questionnaire qui est quand même très conséquent, il faut le savoir, avec beaucoup de questions. Vous ne pouvez pas toujours répondre à tout. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Nous, ça nous permet en interne, pour que vous ayez le miroir, c'est pas juste pour cocher des cases et que ça disparaisse quelque part, c'est qu'on a l'obligation derrière de faire des reportings sur ces thématiques-là. Et là, on peut aller sur des gros mots, donc le contrôle critères SFDR, l'alignement taxonomie et les scoring de durabilité. Bon, je rentre pas dans le détail, mais sachez que derrière, on vous prend du temps, mais ça nous en prend aussi. Et ce sont des obligations incontournables. Et puis nous, spécifiquement, chez Demeter, avant l'entrée au capital et même avant la LOI, donc lettre d'intention, donc la matérialisation de notre intérêt pour vous, la première lettre d'amour, on fait ce qu'on appelle un audit d'impact. Donc on a un prestataire externe, nous pour le coup. Il y en a des différences selon chacun de nos fonds, donc on n'est pas marié avec un seul. J'ai choisi de vous prendre l'exemple que je vous montrerai juste après, de celui de mon fonds à moi, qui s'appelle Vitirev Innovation, qui est un fonds qui est dédié à la transition écologique de la filière vitivinicole. Donc on n'appelle pas ce fonds le Pinard 4.0, je l'interdis. Aux producteurs de vin de mieux s'adapter aux aléas climatiques liés au changement climatique et d'avoir des pratiques plus durables. Donc on a une grille d'analyse spécifique pour chacun de nos fonds, et comme c'est toujours très sulfureux et très peu précis pour vous, je vous en ai mis un extrait juste après, comme ça vous verrez. Je vais juste finir sur... Donc ça c'est rien qu'à l'entrée. À partir de là, on se retrouve tous les ans et on refait la même chose. Pourquoi ? Pour mesurer l'évolution par rapport au T0, parce que bien sûr, on vous fait aussi construire des BP extra-financiers pour mesurer votre performance extra-financière. Donc ça va être, selon l'activité de la société, c'est plein de métriques différentes, hein, mais ça peut être pour celles qui font l'estimation de leurs émissions de CO2 ou de leur consommation d'eau, ou ce genre de choses, c'est des métriques qu'on définit par boîte. Pardon, je suis encore sur celui d'avant, je suis désolée. Ouais. Faut que j'accélère, je pense que c'était un message très clair. On vous fait définir des feuilles de route ESG avec des prestataires externes par ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? C'est parce qu'à la sortie, on mesure la performance globale du fonds, donc de chaque boîte du fonds, financée par le fonds. Et beaucoup de fonds d'impact, ça se fait de plus en plus souvent, et je pense qu'il faut que vous le sachiez. L'équipe de gestion, donc vos interlocuteurs, nous en l'occurrence, on a une forme d'intéressement à la performance extra-financière. Classiquement, tous les fonds ont un intéressement à la performance financière des sociétés. Donc c'est comme ça que ça se pratique. Et nous maintenant, moi par exemple, cet intéressement, il représente la moitié. J'ai la moitié qui est sur la partie financière et la moitié qui est sur la partie extra-financière. Donc sachez que les personnes qui vous accompagnent et qui sont à votre bord vont être de plus en plus tatillons et derrière vous pour l'évolution de ces performances-là également. Merci Agathe, avant qu'on passe au slide suivant, c'est important de préciser la temporalité. Justement sur l'impact, parce que c'est un indicateur qui va se mesurer dans le temps et pas uniquement une seule fois. Donc on parle de T0, T1, T2, ça peut être en année 1 ou plus 6 mois ou plus 3 ans. Et c'est comme ça qu'on va voir l'évolution en tout cas de l'impact d'une entreprise, en sachant qu'un entrepreneur ne peut pas se prétendre à impact tant qu'il n'a pas eu des indicateurs d'impact sur la vie. On va passer au slide suivant, c'était pour faire une petite... Non, mais t'as bien fait. Donc sur ce slide, on ne va pas du tout rentrer dans le détail, mais c'est pour vous y visualiser ce à quoi ça peut ressembler. Donc sur ce fond, je le rappelle, l'objectif c'est meilleure pratique culturelle et protection des cultures. Donc on a défini 11 indicateurs qui vont adresser les thèmes de la biodiversité, de l'impact sur les écosystèmes et la santé et sécurité des hommes. Donc
on a toute une grille, mais qui fait in fine ressortir ces 11 indicateurs, avec le plus important qui est la baisse d'utilisation des produits phyto. Donc est-ce que l'innovation qu'on finance a un impact négatif, non concerné, positif ou très positif sur la réduction de produits phytosanitaires? Nous, en l'occurrence, dans notre grille, ce critère-là, il compte x2 dans la note finale. Et puis vous en avez un certain nombre d'autres qui vont aller sur l'impact de l'innovation, sur la préservation des espèces, sur la consommation d'eau, sur la santé, etc. Je pense que c'est pas la peine que je vous les lise tous, mais voilà, c'est un travail qui est fait pour chacune des sociétés dans lesquelles on envisage d'investir juste avant la lettre d'intention. Là, c'était la question sur les petits conseils sur le volet impact. Alors Agathe l'a dit, c'était le plus important, et c'est pas sur ma slide. C'est choisir le fonds à qui vous adressez, bien sûr. Et il y a deux volets, selon moi. Il y a un premier volet qui est vraiment pour gagner du temps et pour vous préparer psychologiquement à l'ensemble des questions qui vont vous être posées. Et donc, notamment dans ce fameux questionnaire ESG que tous les fonds vous demandez, a priori, si vous adressez à des fonds soit impact, soit valorisant les démarches ESG mises en œuvre dans l'entreprise. Et donc, le premier conseil, c'est de demander ce questionnaire le plus rapidement possible pour en réunir les informations nécessaires. Bien sûr, si vous voulez faire patte blanche, si vous avez un petit peu de temps homme à y consacrer, d'intérêt, de trésorerie également pour le faire, c'est bien sûr de vous diriger vers des prestataires externes qui vont, à minima, vous faire une première étape toute petite au début, mais qui est le fameux diagnostic RSE, le constat ou la matrice de double matérialité, qui sont des gros mots là comme ça, que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, c'est pas l'objet, mais qui vous permettent de poser constat de où est-ce que vous en êtes et quels sont les champs et les axes d'amélioration que vous pouvez aller chercher facilement et qui ont un impact positif sur votre business, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre. Est-ce qu'on peut passer à un cas positif de sortie et un cas négatif de sortie? Oui, très bien. Alors on a, moi je voulais vous parler de deux boîtes, donc un cas très positif. Alors les deux boîtes sont des activités à impact. La première, elle s'appelle, c'est la statue, il n'y a rien dessus, c'est juste les logos. La première, elle s'appelle donc DeepKey, c'est une boîte qui est dans le secteur de l'efficacité énergétique. C'est du logiciel. Et les gros facteurs de succès, parce que c'est une boîte qui a fait en moins de 10 ans, qui est partie de zéro pour être entre 50 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur laquelle nous, en tant que fonds d'investissement, on a fait une performance assez exceptionnelle de x18. On parlait tout à l'heure des performances des fonds, c'est quand même rare ces niveaux de performance. Et ça n'a été possible que parce que, et c'est le premier critère, on avait des dirigeants qui étaient exceptionnels et exceptionnellement compatibles et complémentaires, donc ils étaient deux. C'était un binôme tech-business. Et au-delà de leur personnalité à eux, ils ont su à la fois bien s'entourer en termes de fonctions, support, clés, très vite, très rapidement, finance, RH, commercial. Ils ont également su choisir leur fonds d'investissement. Donc ça, c'est être dans une position très confortable, je vous l'accorde, et c'est pas donné à tout le monde. Mais effectivement, eux, positionnés sur un secteur en hyper croissance avec une solution adaptée, ils ont pu se le permettre. Ils ont même, pour la petite anecdote, planté une série A en disant non à un fonds parce qu'ils ont senti que le fit humain ne passerait pas. Parce que c'est quand même, c'est un mariage, hein, une levée de fonds. On est ensemble en théorie pour 5 à 7 ans. Donc c'est un mariage à durée déterminée, mais c'est quand même un engagement fort. Donc c'est important de bien choisir. Donc eux, ils ont choisi des fonds qui sont hyper complémentaires, à impact, un prisme industriel, qui ont pu chacun leur apporter, je l'espère, beaucoup de choses. Après, ils ont fait l'essentiel par eux-mêmes. Et donc voilà, c'est une très belle aventure qui continue pour eux. Ils en sont très avancés. Ils ont un certain nombre de levées de fonds. Je ne sais plus à ce stade si on peut dire série D, E, enfin peu importe. Mais des valorisations très élevées. Et donc voilà, une super équipe, un marché en croissance et une réponse vraiment différenciante. C'est quand même la clé du succès. Merci à toutes les deux pour cette vue de l'écosystème. On essaye de retenir déjà un bon feeling humain entre l'entrepreneur ou l'équipe entrepreneuriale et le fonds d'investissement, au-delà de la stratégie d'investissement. Et de ne pas être seul, parce qu'apparemment, ça peut mener à des situations très compliquées. Il y a des succès seuls aussi. Il y a des succès seuls également. Et puis être sur des marchés porteurs, sur des technologies innovantes.
Et alors, ça va nous mener au prochain sujet. On va parler avec Loïc, Oui. qui a fait, pas tout seul, mais avec l'équipe de KPMG, un rapport annuel sur l'état du baromètre de la finance à impact en 2023. Tout à fait. Alors, si tu veux bien nous partager les premiers résultats. Alors, on va regarder les différents slides. Alors, pour revenir finalement dans le cycle de vie de la présentation, finalement, c'est le cycle de vie inverse de la présentation que l'on a faite. Parce que finalement, nous, on est les premiers kilomètres de la vie de l'entreprise, et notamment avec la première identification finalement d'une stratégie RSE. Donc ce que je vous propose, c'est que là, on va présenter les grandes tendances de la finance à impact en France, et je vais revenir sur la définition qui a été présentée par Agathe, donc je vais pas faire, mais je vais le dire avec d'autres mots. Tout d'abord, l'intentionnalité, c'est d'abord l'ADN du dirigeant. C'est le dirigeant, qu'est-ce qu'il va impulser en termes d'impact. Quand on parle d'impact, pour vulgariser, c'est le service rendu à la collectivité ou à toutes les personnes autour d'elle. Donc ça, c'est un élément important. L'additionnalité, ça a été indiqué, il y a des fonds d'investissement, bien entendu, qui font un ROI. Donc il y a à la fois un ROI à la fois financier et extra-financier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les experts comptables et des conseils, en fait, on travaille sur une comptabilité qui s'appelle une comptabilité triple capital. Aujourd'hui, on a la comptabilité triple capital. Le premier capital, c'est effectivement le capital financier, c'est les actionnaires. Il y a aussi le capital humain, c'est les collaborateurs, c'est les talents, c'est l'attractivité, l'employabilité, l'inclusion. Voilà, tous ces éléments-là que l'on identifie et qui font que c'est l'ADN de l'entreprise. Et enfin, la mesure de l'impact. Aujourd'hui, la mesure de l'impact, il y a des grosses briques que l'on identifie, on le regardera au travers du cas de notre cabinet, mais c'est des éléments extra-financiers. Aujourd'hui, on ne regarde pas les comptes tels qu'ils ont été présentés aujourd'hui, tels qu'on les regarde, qu'il y ait un compte de résultat, un bilan. On regarde aussi d'autres éléments qui sont l'annexe aux comptes annuels, ça c'est le comptable qui le fait, mais également aussi des enjeux extra-financiers qui sont le bilan social, qui sont le bilan carbone. Et tous ces sujets-là, en fait, viennent s'additionner, et quand on les additionne, on regarde la structure telle qu'elle est. Comme on peut regarder des associations avec la contribution de bénévoles, on le voit bien dans votre association, et ça, c'est très très important. Et donc, ces indicateurs extra-financiers, il faut vraiment les mettre en perspective, parce qu'ils ont autant de poids que potentiellement le chiffre d'affaires qui est effectué. Donc ça, c'est vraiment les trois éléments importants, mais qui font écho avec ce qui a été présenté par Agathe. Par la suite, finalement, le panorama de la finance à impact en 2023, la finance à impact, finalement, c'est très récent. On parle de ces sujets-là, et il y a la définition qui a été indiquée préalablement par Agathe et par moi-même, c'est en 2021. Aujourd'hui, le panorama de la finance à impact, alors c'est à partir des données de 2022, on n'a pas assez de recul sur le sujet, mais c'est 66 acteurs. 66 acteurs qui ont 14,8 millions d'actifs sous gestion, avec 143 véhicules d'investissement utilisés, lesquels, vous pourrez donner le détail. Milliards. Ah, milliards, pardon. Excusez-moi. Ça, c'est vraiment la dimension locale. Là. Je suis plutôt en millions qu'en milliards. Mais nous a oublié. 11,8 milliards de ce capital investi dans des organisations à impact. Alors quand on parle d'organisation, on ne parle pas que d'entreprise. On parle aussi d'associations, de fonds de dotation, de fondations, puisque quand on regarde des structures comme on peut connaître notamment Patagonia est une fondation. Ou les lunettes que l'on a, les verres, Zeiss est aussi une fondation. Donc ça aussi c'est des éléments importants. Et donc quand on regarde une organisation en tant que telle, on ne le regarde pas non plus comme le critère traditionnel d'une entreprise. Ensuite, c'est des investissements majoritairement des organisations à vocation sociale, c'est tel qu'il a été indiqué. Et donc après, on le regardera avec les objectifs de développement durable, puisque 62% des véhicules sont à vocation sociale au travers des ODD qui ont été définis préalablement par les Nations Unies. C'est un travail qui a été fait collectivement au niveau international et ensuite après se déverse aujourd'hui sur la définition de nos entreprises et de nos organisations. Ensuite, on va regarder différents graphiques pour voir quelles sont notamment la répartition des capitaux investis. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a 70% des capitaux investis, c'est du fonds propre ou du quasi-fonds propre. Donc ça, c'est quand même une donnée qui est assez importante et le reste, les 30% restants sont de la dette.
Ensuite, lorsqu'on regarde les graphiques suivants, on a les ODD, donc tel que je l'ai indiqué préalablement, il y a 17 ODD. Donc c'est des ODD, les premiers éléments que l'on indique, c'est une vulgarisation de l'ODD qui est le grand thème qui va être choisi par l'entrepreneur et ensuite après par le fonds. Ce que l'on constate, c'est que on regarde avec le service rendu, notamment sur la réduction des inégalités, qui est effectuer un travail décent et une croissance économique. L'énergie propre, alors là on en a parlé préalablement, d'éviter la pauvreté, voilà, tous ces grands concepts, et ensuite après ces grands concepts sont nos piliers, et ensuite après on les décline en objectifs que l'on va indiquer ensuite par la suite au-delà des éléments financiers que l'on présente au travers du bilan et du compte de résultat. Donc là vous avez la matérialisation, mais il me semble que vous aurez le support par la suite, et je vous inviterai à le lire par la suite. Ensuite, les méthodes de gestion à impact. Alors là, on s'adresse au fonds. C'est aujourd'hui un fonds. Aujourd'hui, quand il y a un fonds à impact, il recherche pour 62% à la fois, je veux dire, un rendement financier, mais également des enjeux extra-financiers qui sont respectés. Ensuite, il y a 32%. L'impact est vraiment une priorité claire. C'est pas le rendement financier, mais vraiment l'impact et qu'est-ce que ça va apporter en termes de services rendus. Et ensuite, après, finalement, il y en a certains où le rendement financier, c'est une priorité claire. Et là, ça peut être un peu obscur, je veux dire, dans l'identification de ces éléments. Ensuite, pour poursuivre dans le panorama, bon, ça c'était les éléments clés, mais ce qu'on fera, c'est qu'on vous fournira le panorama dans le détail, ce qui vous permettra ensuite de voir avec un niveau de granularité beaucoup plus fin que je suis en train de le faire aujourd'hui pour vous. Mais ensuite, après, il y a une question peut-être. Tu avais précisé que KPMG est devenue entreprise à mission en Oui, 2022. Tout à fait. Donc c'est un statut d'entreprise qui existe depuis, rappelez-moi l'année. 2022. 11 mai. 11 mai. C'est ça. Mais le statut, c'est pour nous. mais la réglementation. La réponse. 2018. 2018. Oui, il me semble. Donc vous accompagnez les entreprises dans leur transition ESG, pour devenir entreprise à mission. Quels sont les moyens de transition, et notamment au vu de la réglementation européenne qui devient de plus en plus restrictive cette année? Alors je vais essayer de vulgariser parce qu'effectivement l'acronyme c'est la CSRD. Voilà, c'est le fameux acronyme. Bon, moi je le vulgarise en rapport de durabilité. Voilà, pour le vulgariser beaucoup plus simplement, parce que aujourd'hui ce que l'on constate, c'est que le service rendu ou je vais dire l'objet social d'une entreprise, c'est aujourd'hui quelle va être la durabilité de son produit dans le temps. Aujourd'hui, quand je prends un stylo Bic avec, je veux dire, l'utilisation qu'il en a, en fait, finalement, c'est une utilisation assez rapide. Est-ce qu'il ne faut pas prendre un stylo, je vais dire, beaucoup plus green, où on aura une durabilité beaucoup plus longue? Ensuite, après, là, je vais d'abord juste faire un écho par rapport au cabinet, puisque aujourd'hui, on ressort d'un gros travail en tant qu'entreprise à mission, mais ce n'est pas nouveau, puisque, comme j'ai dit préalablement, il y avait une fondation qui avait été créée, et cette fondation a été, je vais dire, le vaisseau amiral du fait qu'on est entreprise responsable. Parce que tout d'abord, nous, aujourd'hui, on est là pour éveiller les esprits. Tout d'abord, éveiller les esprits parce que, par exemple, je suis formateur à la fresque du climat. Voilà. Donc la fresque du climat, c'est vraiment éveiller sur les enjeux climatiques. Aussi, on a la fresque de l'économie circulaire. Une économie circulaire aujourd'hui, c'est j'ai un déchet, qu'est-ce que j'en fais du déchet et comment je le recycle pour en refaire un autre produit. Et ça, c'est des éléments qui sont très très importants. Et nous, en tant que cabinet, on essaye de travailler sur ces sujets-là. Ensuite, on a travaillé aussi en partenariat avec une association que vous connaissez très bien ici dans la zone, qui est Surfrider Foundation, qui est un client que j'ai eu à accompagner, la chance, et on a fait un nettoyage de plage. Et donc les 10 000 collaborateurs du cabinet ont participé au nettoyage de plage, nettoyage de plage et pas que, avec l'ONF, et ce qui fait que on a permis de contribuer. Donc on appelait ça le Make a Different Day. Également, on travaille beaucoup sur la Climate School. Donc Climate School aujourd'hui, c'est la formation, je veux dire, de tous nos collaborateurs sur les enjeux. Bon, je passe vite, puisqu'effectivement en termes de timing, je dois aller un peu plus vite, mais au lieu de nous concentrer sur le cabinet, le mieux c'est de se concentrer sur vous. Tout d'abord, comment on fait pour s'engager dans une démarche RSE? Puisque nous, comme je l'ai indiqué, on est les premiers kilomètres, déjà c'est de comprendre.
Déjà, chacun d'entre vous, vous faites de la RSE. Vous ne le savez pas, mais vous en faites. L'objectif, c'est vraiment de matérialiser ce que vous faites en termes de bonnes pratiques. Donc tout d'abord, c'est d'éviter le gaspillage. De deux, c'est de diagnostiquer. Donc de faire un diagnostic, effectivement, on en a parlé préalablement. Alors nous, le diagnostic, il est basé sur deux éléments. Le premier élément, c'est, vous connaissez tous l'ISO, je veux dire, et nous, on s'est basé sur l'ISO 26000. Et ensuite, après, sur la labellisation Bicorp, puisque Bicorp est l'un des critères très importants au niveau de l'ESG, avec, je vais dire, un questionnement qui est assez lourd, et finalement, notre diagnostic, on a à la fois mixé le label Bicorp et à la fois l'ISO 26000. Donc, on travaille sur un diagnostic flash. On aurait pu le faire aujourd'hui, puisqu'on a des éléments pré-préparés, hein, finalement, au travers d'une tablette, vous pouvez renseigner les éléments, et après, on détermine un scoring assez flash. Ensuite, après, c'est réfléchir sur sa raison d'être, c'est-à-dire, tout d'abord, c'est quel est son ADN, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme impact. Et ça, c'est un élément très très important de réfléchir sur ça, à la fois sur soi-même, mais aussi sur l'extérieur. Ensuite, après, c'est déterminer une gouvernance. Effectivement, c'est de ne pas être seul, c'est de s'accompagner et d'avoir un travail de communication par rapport à ses externalités, à la fois ses parties prenantes, à la fois que ce soit son comité talent, au travers de ses collaborateurs que l'on accompagne dans son employabilité, c'est des clients, c'est des fournisseurs, et c'est tout ce corpus qui permet en fait de réfléchir sur un projet RSE. Ensuite, c'est de déterminer ses parties prenantes, j'en ai parlé. Ensuite, de mettre en lien cette raison d'être avec des engagements d'utilité au bien commun. Et ensuite, après, c'est de prioriser les enjeux, puisqu'il y a 17 ODD. C'est de se focaliser sur 3 à 4 ODD, et ensuite, après, de le décliner en termes d'objectifs. Et ensuite, après, c'est de mettre en place les feuilles de route et d'accompagner jusqu'à votre rencontre. Et là, à partir de vous, c'est de voir que la démarche a déjà été entamée et a été vue et a été matérialisée au travers d'indicateurs clés qui sont au-delà des comptes annuels que l'on fait normalement en tant qu'expert comptable. Il faut quand même mentionner que pour qu'ils n'aient pas trop peur, que les startups qui sont en précide, en amorçage, au tout début de la création de leur société, on ne leur demande pas un reporting ESG, on demande vraiment, on regarde en fait les différents points et on ne leur demande pas d'être directement ESG compatible, mais on va effectivement regarder qu'il y a un scoring qui soit un scoring positif pour nous et de travailler en fait sur ces points ESG. Mais c'est quand même très compliqué. Enfin, voilà, faut relativiser quand même aussi, je pense. Mais c'est très compliqué pour des startups qui démarrent leur activité de, en plus, gérer tout ça. Alors que finalement, ce qui compte pour eux, c'est qu'ils se déploient, c'est qu'ils commencent à commercialiser leurs produits, c'est de trouver des fonds. Donc, ils ont beaucoup de choses à gérer. Donc, vraiment, l'ESG, ça reste quand même, voilà. C'est un point très important. Non, mais c'est un point important. Et qu'on va effectivement nous accompagner, enfin nous en tout cas quand on rentre dans des sociétés en pré-seed, en seed, on va les accompagner aussi dans cette démarche ESG, évidemment les pousser en fait à remplir tous ces points-là, enfin, tout ce scoring, mais il faut relativiser un petit peu entre des sociétés qui sont tout bébés encore et des sociétés qui sont beaucoup plus matures, où là on rentre dans des critères CSRD, reporting CSRD, etc. Il faut faire attention, je pense, dans le vocabulaire employé. Alors, je comprends ce que vous dites, mais aujourd'hui, ces enjeux-là, c'est une question de mindset. Aujourd'hui, c'est dans la stratégie globale d'une entreprise. Quand on réfléchit sur une stratégie globale d'une entreprise, aujourd'hui, on ne peut pas faire fi d'une dimension RSE. Bien entendu que ces éléments-là, c'est le boutisme de tous ces éléments. Aujourd'hui, on est quand même dans des territoires reculés. Je viens de Dax et je vois des structures aujourd'hui où on entame ces sujets-là. C'est pas faire peur, hein, finalement, puisque c'est dans le monde où l'on vit, et c'est aussi le monde que l'on veut laisser à nos enfants. Donc c'est important de le mettre déjà aujourd'hui en place dans la stratégie, puisque quand on parle de stratégie, on regarde à moyen et long terme. Merci beaucoup Loïc, merci Agathe pour vos contributions. Le temps est limité et je vois des mains qui se lèvent. Donc on va peut-être passer aux questions du public. Merci de votre intervention. En tant qu'expert comptable, il me semble que les objectifs du développement durable ont été fixés pour atteindre un objectif à horizon 2030. En tant qu'expert comptable, comment accompagnez-vous les entreprises, puisque cela date maintenant, et quel est l'état des lieux sur ce sujet-là aujourd'hui? On est en 2024.
2030, c'est demain. Comment accompagnez-vous vos clients? Puisque, comme vous le dites, c'est une stratégie qu'aurait dû mettre en place dès le début. Que faites-vous? J'ai déjà répondu un petit peu à la question, mais on va rentrer plus dans le détail. Nous, aujourd'hui, en tant que conseil, on ne prend pas les décisions de gestion de nos clients. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie d'éveiller au maximum en fait les consciences. C'est déjà ça notre premier travail sur le sujet. Effectivement, la partie comptable, et encore, je trouve que enfin, j'ai la chance de travailler dans un cabinet qui travaille sur ces sujets-là. Alors je parlerai de mes confrères, on est complètement éloigné de ces sujets-là. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, en fait, c'est d'essayer de faire du maillage territorial, parce qu'aujourd'hui, on parle de start-up, mais on parle aussi d'organisation. Et quand on parle d'organisation, il y a plein de belles choses qui sont faites dans les associations. Aujourd'hui, tout ce qui est source d'innovation, en fait, elles ont toujours été faites en bordure. Et aujourd'hui, on a parlé aussi de fonds d'amorçage. On parle d'amorçage. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics ont eu un impact important sur ces amorçages-là au travers d'associations. Et donc, c'est aussi se baser sur ce qui est fait ailleurs. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je parle auprès de vous, parce que finalement, moi, je travaille beaucoup avec des opérateurs associatifs. Et je travaille aussi avec des entreprises à impact. Et aujourd'hui, le rôle de l'expert comptable, c'est finalement de faire le trait d'union. C'est de faire le trait d'union à la fois de ces opérateurs, je veux dire, associatifs, ou ces sources d'innovation, ces entreprises, et aussi de pouvoir public, parce que, effectivement, j'ai la chance aussi de travailler avec les politiques publiques dans le cadre du secteur public, donc c'est-à-dire des sociétés publiques locales, des EPIC, voilà, tous ces sujets-là qui font que. Ensuite, après, en termes de... effectivement qu'on est en retard, 2030, ça arrive demain, ça c'est très clair. Aujourd'hui, ce que l'on peut faire, nous, à part éveiller, on ne va pas mettre, je vais dire, le couteau sous la gorge de nos clients, parce qu'on est en retard sur ces sujets. J'ai fait peut-être une réponse de Normand, mais... Vous avez une offre de compte à carbone? Oui, on a une offre de compte à carbone, tout à fait. Alors, tu peux préciser. Vas-y. Je peux compléter la réponse? Oui, ça marche. En fait, vous vous demandez si on a une offre de bilan carbone. On est en effet agréé par l'ADEME, qui jusqu'à peu de temps finançait à hauteur de 50%. Je crois que là, ça a légèrement diminué, donc qui permet de compenser une partie du coût du bilan carbone. Et c'est en soi un début de réponse pour accompagner les plus petites entreprises. Notre démarche, c'est éveiller les esprits, mais c'est aussi un rapport coût-efficacité. Quand on accompagne nos clients sur ces dimensions, on ne va pas leur dire il faut regarder le E, il faut regarder le S, il faut regarder le G. En fonction des produits de l'entreprise, de leurs services, on va plutôt les orienter vers le meilleur coût-efficacité. Et je parlais avec mon voisin aussi pour dire que la Banque de France tient compte déjà de la stratégie impulsée même par les plus petites entreprises. Je parle sous votre contrôle. Et c'est important de déjà pouvoir témoigner d'un début de démarche. Ça permet aussi vis-à-vis des banques de bénéficier de prêts à taux bonifiés, puisque dans les dernières années, en mettant en avant une démarche à impact, on peut bénéficier de taux de prêts à taux bonifiés. Merci Béatrice pour le complément. Y a-t-il d'autres questions sur, Non, très bien. Parfait. Bon, pas d'autres questions, vraiment? Oui, si vous pouvez, n'hésitez pas. Bon, alors, super. Écoutez, un grand merci pour ces échanges, pour le temps que on a pris aussi dans la préparation. En effet, les supports qui ont été présentés, j'ai vos autorisations pour les transmettre aux inscrits. Et du coup, n'hésitez pas si vous n'étiez pas forcément inscrit sur l'Eventbrite et vous voulez les supports, vous nous envoyez un email pour qu'on vous les envoie. Un grand merci aussi à KPMG qui nous reçoit ici au Unspot. Donc on a un partenariat gagnant-gagnant pour échanger sur différentes compétences et ils vont monter d'ailleurs ils vont monter une formation de 4 jours dédiée justement aux chefs d'entreprise pour l'accompagner dans l'évolution de différents sujets. Et on a la chance d'être partenaire, donc de pouvoir aussi parler de ce montage
de cette formation de 4 jours dédiée aux chefs d'entreprise. Donc s'il y a des sujets sur lesquels aussi vous voulez travailler avec KPMG, on peut aussi faire le lien avec eux. Un grand merci d'être venu de Paris, de Bordeaux, de Dax et de Saint-Jean. Voilà. Un grand merci à tous et je vous invite du coup au cocktail. Merci beaucoup. Rajouter, effectivement, on va poursuivre des échanges autour du cocktail. Et je voulais vous signaler que notamment nous a rejoint Frédéric Cabarou, le directeur départemental de la Banque de France, qui notamment est délégué au niveau de la Nouvelle-Aquitaine pour l'indicateur climat. Donc n'hésitez pas à vous diriger vers lui et à lui poser toutes les questions. Voilà. Je vous invite à passer à côté et s'il vous plaît, oui. Oui, et en début de séance, j'ai commencé à relever les noms des présents. Ceux que je n'ai pas pu voir, si vous voulez bien venir me voir, comme ça je terminerai le recensement. Ça nous permettra d'avoir une idée voilà, de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup.